Il y a 100 000 ans, il y a 20 000 ans, les glaciers recouvrent une grande partie du nord de l'Europe. On voit ici les 2/3 de la Grande-Bretagne, toute la Scandinavie et le nord de l'Allemagne. Le niveau marin est moins 120 mètres, ce qui dessine un trait de côte assez différent d'aujourd'hui. Et la Manche se résume à une rivière qui coule dans une vallée. Au niveau végétal, c'est de la toundra exclusivement et de la steppe, il y a peu d'arbres. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est que probablement, ça a duré 90 000 ans. Probablement que une grande partie des oiseaux européens sont allés chercher des endroits plus intéressants pour vivre, et notamment en Afrique et probablement autour de l'équateur. Vers 10 000 ans, le climat se réchauffe et progressivement, d'année en année, les oiseaux remontent d'Afrique pour venir en Europe. Alors, ici, c'est la relation Europe-Afrique, mais de l'autre côté, Amérique du Nord, Amérique du Sud, c'est la même chose. Donc les oiseaux remontent chaque année, mais il y a quand même les saisons. Il y a un été, un hiver. Et donc, il est impératif pour les oiseaux de retourner en Afrique avant que l'hiver n'arrive et les prive des nourritures qui vont disparaître en Europe. Ça génère deux mouvements principaux. Donc, un de l'Afrique vers l'Europe, du sud au nord au printemps, qu'on appelle la migration prénuptiale, avant la reproduction, et un mouvement inverse à l'automne, maintenant, qu'on appelle postnuptial. Pour illustrer la répartition saisonnière des oiseaux, j'ai pris l'exemple de la bandrée apivore. C'est un rapace qui ressemble à une buse et qui s'est spécialisé dans la recherche du couvain de guêpes et d'abeilles sauvages. Alors elle est présente en été dans la partie orangée et en hiver dans la partie bleue, et il n'y a pas de sédentaire. La migration prénuptiale se fait sur un large front, mais certains oiseaux privilégient les endroits qui évitent les traversées des mers. Ce sont souvent des oiseaux planeurs qui ont besoin de courants thermiques pour se déplacer et pour économiser de l'énergie. Et sur la mer, eh bien, il y en a très peu. En plus, traverser la Méditerranée, là, c'est 700 km. Pour un rapace, une cigogne ou quoi qui ne sait pas nager, c'est la mort assurée. Donc, les oiseaux ont choisi des voies de passage qui contournent. Ici, ça passe beaucoup sur Israël. Ça se divise en deux parties, ici à l'est de la mer Morte, et là par le Bosphore. Ici, il y a une voie secondaire qui passe par la Tunisie, la Sicile, la botte italienne, et aussi une voie qui remonte au nord par la Sardaigne et la Corse. J'ai fait un petit tracé ici de pointillés. Certains oiseaux, notamment des petits oiseaux, qui utilisent le vol battu, donc qui battent des ailes en permanence, font ce trajet-là, et surtout la nuit, ce sont surtout des insectivores. Pour le côté occidental, la grande majorité des migrateurs passent à Gibraltar. Il n'y a que 15 km à traverser, mais parfois, ils mettent plusieurs jours, ils mettent plusieurs jours d'attente avant que les conditions soient favorables. Il y a des vents tellement puissants que parfois des cigognes commencent à traverser, les vents les plaquent au-dessus de la mer et elles se noient. Donc nous, on est intéressés par ces voies. Donc nous, on est ici. Et on a ici une petite voie marginale qui concerne certaines espèces. On verra ça en détail. Alors la stratégie des oiseaux planeurs, qui ne battent pas des ailes, c'est de trouver des courants ascendants. Le matin, le soleil chauffe le sol et les reliefs, génère des courants chauds qui montent, et les oiseaux tournent dans ces courants, montent à une certaine altitude, non plus qu'à fermer un peu les ailes vers un nouveau thermique. Ça peut être plusieurs kilomètres d'ailleurs, et ainsi de suite. Certains oiseaux se lèvent le matin et peut-être qu'ils ne battront pas des ailes de la journée, notamment les grands rapaces.
Ils peuvent utiliser aussi les courants dynamiques, c'est-à-dire du vent, soit du vent de face contre lesquels ils tirent des bords altitudinaux, c'est-à-dire ils montent face au vent, puis descendent. En réalité, ils vont aussi vite par vent contraire que par vent arrière. Le plus désavantageux pour eux, c'est un plafond bas, nuageux, un peu de pluie. Alors là, les oiseaux sont obligés, ces grands oiseaux, sont obligés de battre des ailes, ce qui occasionne évidemment une grande dépense d'énergie. Avant de survoler notre département, voici une vue d'avion du Var avec l'autoroute et le lac de Saint-Cassien. Et ensuite, ils sont confrontés au relief des Alpes-Maritimes. Ça, c'est une vue prise d'Antibes avec un télé, donc ça tasse un peu. Avec donc un relief qui commence avec des collines un peu basses, là de 200 à 700 mètres. Ici, la Madone du Tel à un peu plus de 1000 mètres, le break du Tel à 1600 mètres, et enfin la grande chaîne du Mercantour qui fait frontière avec l'Italie, avec des reliefs près de 3000 mètres. Une autre vue d'avion où on voit quelques sites qu'on a prospectés, c'est-à-dire Saint-Janet. On a beaucoup observé ici à la Gaude. On a, à partir des années 2005-2006, observé ici sur les collines de Belley. Nous, on habite Gillette, donc on observe beaucoup, y compris de notre balcon, les oiseaux qui passent sur le Mont-Vial. Vous verrez qu'il peut en passer beaucoup. Et sinon, la vallée de la Vésubie, avec des sites qu'on a prospectés, Utel, Lantosque, Saint-Martin-Vésubie, etc. Ben voilà d'ailleurs quelques points depuis les années 80 qui nous ont permis de trouver, ou pas d'ailleurs, des voies de migration. Le Rouret dans le Var, Marina, on va en parler tout à l'heure, Belley, le fort de la Revers et la Turbie, Châteauneuf-de-Comte, on a commencé à observer ici, la baisse du Pape avant Sospel, Gillette, le Mont-Vial, Roquestéron, Utel, Lantosque, Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie, Valberg et le col de la Colmiane. Alors, on observe ce qu'on appelle la migration active. J'ai oublié de préciser que c'est la migration diurne. Bon, il m'est arrivé d'observer la migration nocturne devant la pleine lune. Mais ça, je vous en parlerai après si ça vous intéresse. Là, on suit les migrateurs qui se déplacent. On les observe à l'œil nu, aux jumelles, à la lunette. On choisit de préférence la bonne période où ils passent. On cherche les sites et si on les a trouvés, on y reste des heures, parfois une dizaine d'heures. On saisit les observations, c'est-à-dire le nombre, et avec la boussole, on saisit surtout les directions, les provenances et les destinations, et on reporte tout ça sur carte. On s'est intéressé d'abord aux hirondelles et aux martinets. Voilà, une hirondelle, l'hirondelle rustique, donc c'est celle qui a la grande queue. L'hirondelle de fenêtre, celle qui niche sous les fenêtres, qui font des beaux petits nids là sous les génoises. L'hirondelle de rocher qui niche comme son nom dans les rochers. Et je n'ai pas marqué ni l'hirondelle de rivage, ni l'hirondelle rousseline qui sont peu fréquentes en migration, mais on en voit quand même. Les martinets, à ne pas confondre avec des hirondelles, il y a souvent une confusion. Alors les martinets, on les appelle les arbalétriers parce qu'ils ont ces grandes ailes en faux, en forme de faux. Le martinet noir, le martinet pâle et le martinet à ventre blanc qui niche à la tête de chien sont des martinets qui peuvent atteindre 50 cm, un peu plus de 50 cm d'envergure. Ce sont des grands oiseaux qui volent très vite. Depuis les années 80, on a fait une petite prospection dans le coin qu'on appelle Marina, c'est-à-dire entre Villeneuve-Loubet et le Cap d'Antibes. Et en 155 heures d'observation, on a observé un peu plus de 35 000 migrateurs, qui sont surtout des martinets noirs. Alors, pour les gens qui ne voient pas là-bas, 24 600. Des hirondelles rustiques, un peu plus de 9 000.
des hirondelles de fenêtre 962, des hirondelles de rivage 128. Dans ce secteur, les oiseaux suivent la côte et passent notamment, survolent la nationale 7 et la voie ferrée, et passent au-dessus de la petite gare de Villeneuve-Loubet. Et on a essayé, tous les points là sont des points qui ont été contrôlés, et donc on a essayé de les contrôler à Antibes. Il y a quelques oiseaux qui arrivent de la mer, mais surtout, ce qui n'est pas facile en ville pour les trouver, ce sont des flux qui arrivent plutôt du sud-ouest, compris entre 210 et 240 degrés, 230 degrés. Les oiseaux continuent nord-nord-est, 20 degrés dans la même direction qu'ils ont suivi au-dessus de la nationale 7. Et certains infléchissent leur vol un peu plus au nord-est. On voit les premières hirondelles rustiques, début mars, jusqu'à fin juin, et le pic culmine le 25 avril. C'est à peu près pareil pour l'hirondelle de fenêtre, mais simplement le pic migratoire est un peu décalé au 5 mai. Ensuite, je bois un coup. Et on s'est intéressé à la migration des rapaces. Alors, juste un petit tour d'horizon des rapaces qu'on peut voir. On peut voir 25 espèces de rapaces. Le plus commun dans les Alpes-Maritimes et en France, c'est la puce variable. Sur le même cliché en flou, il y a une bondrée apivore. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, un oiseau spécialisé dans la capture du couvain de guêpes et d'abeilles sauvages. Donc, bondrée apivore. On voit quelques balbuzards pêcheurs, ce sont des aigles, comme son nom l'indique, piscivores, qui mangent des poissons, reconnaissables à leur forme en M. Le circaète Jean Leblanc, lui, qui est un aigle d'environ 1,70 m d'envergure, qui lui est un herpétophage, donc un oiseau spécialiste de la capture des reptiles. Lézards, couleuvres, vipères, grenouilles, etc. Les busards, donc ici un busard cendré, ça mange surtout, ça vit dans les landes et dans les récoltes. Ça mange surtout des micro-mammifères et des insectes. Busard des roseaux, comme son nom l'indique, lui, il va chercher ses proies dans les marécages, donc ce sont surtout des grenouilles, des petits serpents, et des oiseaux d'eau, des insectes. Et puis là, j'ai mis un Milan Royal, qui est un très beau rapace avec sa queue fourchue, lui qui est plus nécrophage, c'est-à-dire qu'il va un peu opportuniste, qui va manger un peu tout ce qu'il trouve. On voit aussi des faucons. Le plus commun est le faucon cresserelle, le petit rapace qu'on voit qui fait du vol stationnaire, qui lui mange surtout des micro-mammifères, des petites souris, des musaraignes, beaucoup d'insectes. Au fort de la Revers, j'en ai vu un qui a capturé 7 menthes religieuses d'affilée. Il les mange en vol. Le faucon au bro, ici un jeune, qui lui a 2 régimes alimentaires qui se complètent. Un qui il baisse un peu le micro. Ça va? Vous entendez bien? Ah, c'est les pieds. Il n'y a plus de micro. On peut peut-être le micro, non? Donc le faucon au bro ici, vous m'entendez? Le faucon au bro ici un juvénile, donc il mange à la fois des libellules capturées en vol et spécialisé aussi dans la capture des hirondelles et des martinets. Le faucon d'éléonore, très ressemblant quand ils sont jeunes, c'est un oiseau qu'on voit exceptionnellement dans les Alpes-Maritimes. Les éperviers, donc on voit aussi en migration, alors aussi un ornithophage, il mange que des oiseaux, notamment des moineaux, des mésanges et des petits oiseaux. Les mâles étant un tiers plus petits que les femelles sont plutôt spécialisés dans la capture de petits oiseaux, et les femelles, qui sont évidemment un tiers plus grandes, capturent jusqu'à des merles et des tourterelles. Alors le tour des palombles, alors lui c'est vraiment le rapace par excellence, puisqu'il a un spectre de proie qui va aussi bien des mammifères,
donc du lapin, du lièvre, de l'écureuil, de la martre, de la fouine, jusqu'à toutes les tailles d'oiseaux. On l'appelle autour des palombes, parce que quand il a été découvert, on le voyait souvent tourner autour des pigeons, qu'on appelle palombes dans certains endroits. Donc, il capture beaucoup de pigeons, pigeons ramiers, le gros pigeon. Merci bien. Pigeons ramiers. Et notamment, et aussi des palombes, donc qui sont des gros pigeons, et ça ne marche pas. Ah, c'est pas grave. Je vais continuer, mais bon, je ne sais pas si je travaille donc, il mange beaucoup de pigeons, de corvidés, donc corneilles, ça va faire plaisir à certains. Des corneilles, des pies et des corvidés. Et des poules. Et des poules. Alors, effectivement, et des poules. Quand en campagne, il y a quelqu'un qui dit l'abuse m'a attrapé une poule, il dit ah, ça c'est pas sûr du tout, c'est probablement l'autre tour. Parce que l'abuse, c'est pas vraiment sa taille, elle n'est pas faite pour ça. Lui, c'est un rapace très puissant qu'on ne voit jamais, qui arrive en rase-motte, qui peut rentrer dans une porte de poulailler, attraper une poule, la tirer et pareil. Voilà. Alors, quelques observations remarquables. Depuis les années 80 à 2013, c'est par exemple 503 bondrées apivores le 8 mai 87 entre 9h. 503 bondrées apivores le 8 mai 87 à Gillette. Elles sont passées entre Gillette et le Mont-Vial, de 9h à midi. Ça, c'était une première vraie découverte. C'était l'effectif le plus important. À la Turbie, le 4 avril 90, 156 busards des roseaux, 2 balbuzards pêcheurs, et puis mon premier busard pâle, dont j'ai pas pu faire une photo, mais j'ai fait un petit dessin. C'est un oiseau un peu mythique, donc c'est un busard presque tout blanc, avec simplement 4 ou 5 rémiges primaires noires. 380 bondrées à Utel. Les premiers vols significatifs de circaètes le 17 mars 2002 au Tacon. C'est un spot à côté de la Gaude. Et alors là, mémorable, le 12 mai 2002, on est au Tacon, on commence à avoir des bondrées apivores, on était ensemble. Il commence à pleuvoir, c'est vraiment dommage, il en passait pas mal. Et on décide, plutôt que de rentrer chez nous, de s'installer sur le parking de Leroy Merlin à la Gostière. Et là, on en voit 1677. Et puis on se dit, bah, tiens, le lendemain, ça serait intéressant d'y retourner, et on en voit 1205. C'est-à-dire 2900 bondrées en 2 jours. Je ne sais pas si ça s'est reproduit depuis. Après, on a vu des grues à la Gaude. 882 bondrées à Gillette. Ça, c'est depuis notre balcon. En 2011, on commence à déjà observer à Belley, sur le site de Belley. Donc là, on voit des grues en février, 1105. Le 17 mars 2011, on atteint les circaètes. Il y a eu un gros blocage météo d'1 semaine, c'est-à-dire qu'il a plu. Et en général, quand il pleut, les oiseaux ne passent pas. Et s'ils ne passent pas, c'est bon, parce qu'ils vont quand même passer. Donc on attend, nous, la pluie, et surtout les lendemains de pluie. Ce qui risque de se passer dimanche, il pourrait y avoir un bon passage migratoire. Et 17 mars, donc pic migratoire du circaète, pas de circaète, mais 665 busards des roseaux qui ont été vus nulle part, parce qu'en général, il y a des gens qui observent à Leucate et Gruissant dans l'Aude, et dont on sait ce qu'ils observent. Apparemment, ils ont traversé le golfe du Lion. C'est un rapace qui est capable de le faire. Et puis ce fameux pic du 17 mars de circaète, eh bien, il s'est passé le 20 mars avec 932 oiseaux vus par Patrick Kern. J'étais pas là, j'avais loupé. Mais bon, c'est très bien qu'il les ait vus. On s'est vraiment intéressé
au circaète ce beau rapace qui a un très gros œil jaune et noir pour bien voir les reptiles. Il fait un vol stationnaire de plusieurs centaines de mètres à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Il fait des paliers et ensuite il descend attraper les serpents. J'ai proposé à une quinzaine d'observateurs d'observer entre le 8 et le 16 mars 2008, avec ici une partie qui observait dans le Var, donc jusqu'à Draguignan. Ils avaient pour mission, évidemment, de comptabiliser tous les rapaces, de comptabiliser les circaètes et surtout de noter les directions. Nous, avec mon épouse, on était là, dans ce coin-là. Et puis, évidemment, il y avait d'autres observateurs à la Colle-sur-Loup, à la Gaude et à Belley. Alors, on va faire vite pour les tableaux, mais ce qui est intéressant, c'est combien il passe d'oiseaux à l'heure pour savoir si la voie est intéressante. Si on voit 10 oiseaux qui passent à l'heure sur un secteur et que 10 km plus loin, il n'en passe qu'un, c'est qu'on est à peu près au-dessus de la voie. Mais la voie peut bouger, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le front est large. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est ici 14,3. Bon, c'est le meilleur chiffre, mais il n'y a que 5 heures d'observation, 65 circaètes, 132 rapaces. C'est à prendre avec des pincettes quand le total, quand la durée n'est pas très importante. Par contre, ça commence à devenir intéressant ici, au Tacon à la Gaude, et surtout à Belley. Bon, là, il y a 49 heures d'observation, 459 circaètes, 502 rapaces, qui donnent un indice de 9,3. Alors, ça se fait, voilà, on peut suivre les chiffres et les lieux ici. Bon, on s'aperçoit que c'est dans ce secteur-là, de la Colle, du Tacon à la Gaude et de Belley, que le plus grand nombre d'oiseaux et de circaètes a été compté. Si on élargit la carte, ben on sait que les circaètes au printemps sont passés à Gibraltar, ils ont traversé l'Espagne. Nos amis de l'Aude, là, ici, à Leucate et Gruissant, les voient passer ici. On en voit passer ici à Montpellier. On n'en voit pas en Camargue, alors que c'est là qu'il y a la plus grosse pression d'observation, c'est là où il y a le plus grand nombre d'observateurs. Et d'une part, ils observent plutôt par terre, par terre et dans l'eau, les oiseaux d'eau. Et puis surtout, ben, on s'est aperçu que les circaètes, ils passent bien plus haut. Ils ne passent pas en Camargue, ils ne passent pas au-dessus de la Camargue. Ils continuent, donc comme on a vu tout à l'heure, Salerne, Draguignan. Alors, j'oublie de dire, certains tracent au droit ici. Alors, pourquoi il y a marqué Arenzano? Parce que depuis une trentaine d'années, on est en relation avec un collègue italien qui s'appelle Luca Baghino. Et il observe, lui, dans un petit, sur des petites hauteurs, sur des hauteurs juste un peu avant Gênes. Et quand on voit un oiseau ici, il en voit 3 ou 4 ici. C'est-à-dire que quand on voit 100 circaètes, il en voit 300 parce que on voit bien que tout ça, ça converge vers chez lui. Et pourquoi ça converge ici? Ben, c'est que ces circaètes, ils ne continuent pas dans cette direction. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les circaètes n'ont pas envie du tout de passer ici, de passer par la Tunisie, le Cap Bon et de faire ça, parce qu'il y a trop d'eau à traverser. Et ils préfèrent faire cette grande boucle et arriver là, jusque dans le sud de l'Italie. Et ils vont se reproduire tout l'été. La femelle pond qu'un seul œuf, donc elle ne peut pas avoir de petits. Et voilà pourquoi on voit des circaètes chez nous. Et pourquoi les Italiens en voient aussi beaucoup? Ben parce que ça alimente surtout cette population. Un extrait des fichiers qui nous servent à faire les histogrammes. Ici les mois, là les jours, là-haut les années, ici les cumuls par jour, et ici les cumuls par décade. Alors, tout ce qui est plus foncé en couleur sont les chiffres les plus importants. Et on voit que jusqu'aux années 2000, boum, ici, 876, c'était le pic migratoire. Et qui a été très perturbé par les 932 qui ont été observés le 20
le 20 mars 2011. Ce qui se traduit sur l'histogramme par normalement un pic migratoire qui devrait se trouver ici, et puis un passage atypique qui est là. Concernant le busard des roseaux, lui, il est plus tardif. Il arrive en avril, même s'il y a des oiseaux observés avant. Et normalement, c'est en grisé jusqu'à 2011, pareil. C'était dans la partie grisée qui était le maximum de passage, très contrarié aussi, enfin contrarié, mais on a été très contents, par les 665 qui ont été vus ici. Alors on peut avoir une idée du pic migratoire avec deux graphiques différents, c'est-à-dire en bleu ici, le cumul du nombre d'oiseaux vus par jour, sur toutes les années, et puis un autre graphique où on a simplement noté le nombre d'observations, c'est-à-dire qu'on ait vu un oiseau ou qu'on en ait vu 200, ça compte pour 1. Donc vous voyez que ça se combine avec au même endroit, sauf cette chose-là bizarroïde, c'est le 4 avril que passe en théorie, que passe le maximum des busards des roseaux. Là, c'est fait sur 541. Et là, ça, c'est 541 observations. Et là, c'est sur 3300 oiseaux. La banderille apivore dont je vous ai parlé, alors, c'est le rapace le plus tardif à arriver. Lui, elles arrivent en mai, au moment du festival de Cannes, là où il pleut toujours un peu. Et alors là, justement, il y a des pics différents, parce qu'au moment où elles arrivent, il y a des grosses perturbations météo, et les pics peuvent se décaler d'une dizaine de jours. Mais vous avez quand même pu remarquer que les courbes que je vous ai montrées, ce sont des courbes pas parfaites, mais avec un début très, très doux, une montée et une descente. Donc, des courbes de Gauss assez logiques. Voilà, sur les 41 450 rapaces observés, c'est la banderille apivore qui arrive en premier avec 59% des effectifs, un peu plus de 24 000 oiseaux. Les circaètes Jean Leblanc, un peu plus de 9 000. Busard des roseaux, un circaète Jean Leblanc. Busard des roseaux, et ensuite, bon, c'est déjà beaucoup moins, les pourcentages sont beaucoup plus faibles. De milan noir, des perriers d'Europe, de faucons cresserelles, de faucons obereaux, de bus variables. Voilà à peu près l'historique de l'observation des rapaces depuis 1981. Alors vous remarquez que jusqu'à 2006, c'est plutôt faible, enfin quand même jusqu'à 3500 rapaces, et la raison c'est parce qu'on n'était que tous les deux observés. Et puis on découvre en 2006-2007 le site de Bélé, et ensuite on est rejoint donc par d'autres observateurs, et là évidemment les chiffres deviennent plus importants, plus du double de ce qu'on voyait avant. La raison, c'est que d'abord on a un panorama qui est bien plus étendu, et le fait que des gens viennent souvent observer, qu'on soit plusieurs observés, font grimper les chiffres. Alors, de plus en plus, on voit ces grandes traînées, là, on peut voir ces grandes traînées d'oiseaux, y compris à la Turbie. Yvonne de Lépine qui habite là, elle les voit passer au-dessus de chez elle. Ce sont les grues cendrées. Alors des oiseaux qui, contrairement aux cigognes qui utilisent beaucoup les thermiques, eh bien elles utilisent aussi les thermiques, mais sont souvent en vol battu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des traînées où les oiseaux se suivent soit en ligne, soit en V. Là on voit simplement un peu comme les coureurs. Celui qui est derrière profite de l'aspiration de celui qui est devant, avec des échanges permanents de celui qui est en tête. Et en plus, comme parfois elles volent dans le brouillard, elles font toujours ces petits et elles font grus-grus, ce qui a donné leur nom latin de grue, qui a donné aussi leur nom de grue. Alors, vous voyez, parfois,
parfois elles se suivent, et puis parfois elles prennent des ascendances, donc à un moment elles tournoient dans le ciel pour prendre de l'altitude. Évidemment, ça va leur permettre, tout en battant des ailes, de glisser dans la direction de migration. Alors en 2004, donc le premier vol, disons assez intéressant, que j'avais observé au Tacon à la Turbie, eh bien, se trouvait à peu près dans la lignée de ce qui sera le pic migratoire après. Donc voilà, j'ai grisé un peu. Alors il manque plein de données parce que, alors juste pour la petite histoire, jusqu'aux années 2000-2016, il y avait un petit groupe qui s'échangeait les données. Donc moi on me téléphonait, il y a des grues, tant de grues ont été vues à tel endroit, à tel endroit. Et puis ensuite sont nés quelques sites sur lesquels on pouvait saisir nos données sur un site comme FaunePaca, FrancePaca et tout. Et les gens se sont mis à saisir leurs données sur ces sites, c'est très bien. Ça alimente maintenant, il y a des millions de données. Mais le petit groupe conformé, évidemment, il s'est un peu dissous et j'ai plus eu toutes les informations. Enfin, toujours est-il que le maximum se trouve ici vers le 8 mars. Il en passe de plus en plus. Alors pareil, ici, donc, le cumul du nombre d'oiseaux et ici le nombre d'observations. Je vous parlerai des grues cendrées après quand on parlera du fort de la Revère, parce que là on a bien mesuré des effectifs qui croissaient. Ici à Héron-Pourpré, donc c'est un très joli héron. Le héron cendré est joli, mais celui-là est encore plus beau à mes yeux. Voilà, on voit surtout des hérons cendrés. Bon, c'est pas très significatif les chiffres là, mais voilà, c'est pour donner une idée. Et puis ce petit oiseau qui est magnifique. Il doit y avoir, je sais pas, une quinzaine d'espèces de guêpiers, peut-être 20 en Afrique, mais nous on a le plus beau. Voilà, celui qui vient en Europe, guêpier d'Europe, c'est probablement le plus bel oiseau qu'on puisse voir en Europe. Il se déplace en grande bande, selon la période d'une quarantaine à une centaine d'individus, voire plus, en faisant des petits cris que je vais essayer de faire. C'est pas très bien, mais ça ressemble à ça. Et eux, ils arrivent en mai. Donc on en voit un peu avant. Mais là c'est pareil, ça doit cumuler 800... Ça cumule par là, vers le 7 mai. Alors la migration, je ne sais pas si vous vous rappelez des premiers graphiques, était assez étendue. Là, la migration du guêpier, aussi bien au printemps qu'à l'automne, est très ramassée. Donc il passe beaucoup d'oiseaux en quelques jours. Là c'est sur 9500 oiseaux. Alors pour récapituler un peu ce qu'on vient de dire, eh bien, on voit que les principaux itinéraires des oiseaux au printemps, donc en migration prénuptiale, eh bien, arrivent évidemment du Var. Une partie traverse le département à peu près à mi-hauteur. Ici, bon là on en voit quelques-uns sur Roquestéron, Le Montviel et tout, mais la grande majorité a tendance à passer sur une voie littorale. Il y a quand même un biais à ce graphique, c'est que la pression d'observation, c'est-à-dire le nombre d'observateurs, est plus important sur la côte qu'au nord du département, où il y a souvent, en plus de la neige, il y avait de la neige au printemps. Alors nous allons passer à la migration post-nuptiale, donc celle de maintenant, donc après la reproduction, des oiseaux qui descendent du nord de l'Europe, qui vont passer chez nous, et en grande partie vont passer à Gibraltar. Alors j'ai marqué dans le sud-est et sur la frontière italienne parce qu'on est allé observer aussi juste au col de la Lombarde. Comme pour la migration de printemps, le front migratoire est très large, mais comme pour le printemps, beaucoup d'oiseaux, notamment les oiseaux planeurs, privilégient les voies qui contournent les mers. Ici, en Géorgie, ici, des oiseaux passent au Bosphore, et là, il y a
il y a de très très gros passages à Eilat en Israël. Alors j'ai oublié de dire que ça, c'est la répartition de la banderée à pivot en été. Il y a des voies marginales qui passent par la botte italienne, la Sicile, et qui arrivent soit en Tunisie ou qui continuent un peu plus au sud. Et la grande voie en France traverse la France en diagonale pour arriver ici à Gibraltar. À l'époque où j'ai fait la carte, pour 100 000 banderées observées ici, il y en avait 300 000 ici à Eilat en Israël. On va voir 4 voies principales, enfin pour ce qu'on connaît maintenant. Une qu'on va appeler littorale, qui concerne la Turbie, la Revers, donc ici Montagel, le Mont-Gros, tous ces coins-là. Une vue depuis le fort de la Revers, avec le village d'Aise en contrebas et le Cap Ferrat. Et donc cette même voie qu'on peut contrôler au col de l'Arme. Et je vous ai mis une petite journée et qui pour moi était très remarquable, avec 480 rapaces dans la journée du 16 septembre 95, 86 banderées à pivot, 242 busards des roseaux, 24 éperviers, 36 buses variables, 2 faucons cresserelles, 9 aubereaux, 59 rapaces qu'on n'a pas pu déterminer, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ici, 15 balbuzards pêcheurs. Alors, il y a quelques observateurs là dans la salle qui pourront vous dire que quand on voit 1, 2, 3 balbuzards pêcheurs dans une journée, on est très content. Mais là, il en est passé 15 entre 17h et 19h. Donc pour moi, c'était le scoop. Le balbuzard pêcheur, je vous le remonte, c'est ce beau rapace avec une silhouette caractéristique qu'on peut, quand on voit un balbuzard à la Revers, hein, on voit un oiseau qui a les ailes en M, on dit balbu, et c'est un balbuzard. Donc il a un port d'ailes caractéristique, et lui, il est pratiquement toujours en vol battu. Il pêche des oiseaux dans les rivières, dans les lacs et en mer, ce qui fait qu'il n'a pas peur de traverser des grandes parties de mer. Et je suis allé contrôler qu'à Gibraltar, ils en voient très peu. Donc, ils passent avant. Ils ne passent pas à Gibraltar. Enfin, très très peu. Il n'y en a que 150, je crois, qui sont vus à Gibraltar. Donc, ce bel oiseau. Alors, il y a des gens qui ont fait des photos en migration avec un poisson dans le sens de la marche, hein, la tête en avant, la queue en arrière, et le balbuzard, il continue, il est allé pêcher, il en a peut-être pêché un ou deux, et puis il continue sa migration avec un poisson dans les serres. On a retrouvé des cadavres de balbuzards, je fais juste un aparté, des balbuzards qui avaient les yeux un peu plus gros que le ventre, qui ont attrapé des carpes, enfin qui ont planté leur serre dans des carpes gigantesques, des trucs de 10 kilos ou plus, et puis la carpe l'a emmené dans l'eau et il en est mort. Peut-être que la carpe aussi, quoique ça a la peau dure. Et je crois que d'ailleurs, on a su ça parce qu'un gars a pêché un jour une carpe qui avait des serres de balbuzards dans le dos. Je continue, donc cette voie, c'est la voie numéro 1 qu'on peut appeler voie littorale, qu'on a contrôlée aussi près de Mandelieu. On était monté au petit parc départemental de Saint-Père, et ensuite on s'est décalé sur des collines un peu plus hautes qui s'appellent le Grand-Duc, où on voit mieux les rapaces. Ici, c'est une vue depuis le parc de Saint-Père. Les oiseaux arrivent d'ici, enfin du nord-est, passent ici le long. Certains passent au-dessus de nous, mais d'autres, comme les busards, sont encore plus côtiers et passent au-dessus du port de Mandelieu. On est allé ensuite contrôler cette voie au Mont Cabas, donc dans le Var, à la hauteur des Issambres, et puis aussi un peu plus à l'intérieur des terres, au rocher de Roquebrune-sur-Argent.
Une voie numéro 2, qui est un peu moins côtière, qui est alimentée par la précédente, avec des oiseaux qui passent aussi, Montagel, la turbie, la revers, mais aussi des oiseaux qui arrivent plutôt du col de la Madone, du pic, comment il s'appelle, pic de Baudon, et qui continuent ensuite, qu'on voit passer à Bélé, et ensuite, là les observateurs sont en train de roupiller sans doute, ou de casser la croûte. Alors voilà le matériel. Pardon. Chut, faut pas dire ça. Et on voit ici souvent, dans l'axe d'IBM, là, on voit les oiseaux arriver au printemps et on voit les oiseaux continuer à l'automne. Donc je vous passe tous les détails de tout ce qu'on voit, simplement pour vous dire que à Bélé, ce sont surtout des circaètes qu'on voit, 39%, et des bandrés apivores et des busards des roseaux. Cette voie, évidemment, elle est reprise juste un peu plus loin au Tacon, à la Gaude. Là, c'est un de nos jeunes observateurs qui observe. On y voit aussi donc des circaètes Jean Leblanc, 49% du total, des bandrés apivores, 18%, et des busards des roseaux. C'est toujours les trois qui arrivent en tête, selon les sites, dans un ordre différent. Les busards des roseaux plutôt côtiers, et les bandrés et les circaètes plutôt à l'intérieur des terres. Et puis cette voie, elle a probablement, je vais vous expliquer pourquoi, son prolongement ici à Brevet-Sanseyant, enfin du côté de Flyosque et tout. La petite histoire, c'est que, voilà, circaète. La petite histoire, c'est que un permanent du fort de la Revers, Michael Jardin, le 22 septembre 2005, m'appelle à 11h qu'il a vu 100 circaètes, une centaine de circaètes passer le matin. Alors, ni une ni deux, je prends ma voiture de Gillette et j'arrive à fond à l'endroit qui s'appelle le Grand-Duc, et j'y reste de 13h à 17h. Et je vois 69 rapaces, mais pas de circaètes. Alors, c'est un peu intriguant, mais je me rappelle qu'au Mont Cabas, dans le Var, eh bien, j'ai vu passer des bandrés, des busards des roseaux, faucons, mais jamais de circaètes. Et j'apprends quelques jours plus tard qu'un gars, en taillant ses vignes à Flyosque, eh bien, en levant la tête comme ça, par hasard, il a vu 4 circaètes. Alors, ça me met un petit peu la puce à l'oreille, et je me dis, on voit beaucoup de circaètes ici à la Gaude, on en voit à Flyosque, et si on allait voir un peu ce qui se passe sur cette trajectoire. Donc avec mon épouse, le 1er octobre 2005, nous allons nous poster d'abord ici à Calian, devant les gorges de la Siagne, et on voit 12 circaètes en 1h40. En cherchant des petites routes un peu partout, on arrive à prendre une petite bifurcation sur la route de Clavier, et on en voit 10. Quand on arrive, les oiseaux passent au-dessus de nos têtes. On en voit 10 en 1 heure. On continue à Figalière, là on n'en voit que 2, mais on reste, on reste longtemps, 2 heures. On retourne à Clavier et on n'en voit pas. Donc on se dit, ça va être intéressant de peaufiner quand même cette voie. Et en automne 2007, j'organise aussi une opération circaète avec une quinzaine d'observateurs, dont il y a des noms ici, pour faire la même chose qu'au printemps. Et là, par ordre d'importance, c'est à Bélé qu'on en voit le plus, et ici, donc Bélé et Brevet-Sanseyant. Donc, ça y est, c'est à peu près sûr que dans ces pointillés qu'il y a ici, ben, il passe beaucoup de circaètes. Alors, il n'en passe pas ou peu au sud, mais il est évident qu'il en passe au nord parce que nos amis d'Arenzano en voient quelques-uns dans la vallée Stura, ici, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais voilà, nous, des voies qu'on a trouvées. Et on sait après qu'ici, à Haine,
dans les Pyrénées-Orientales, il y a des gros flux de circaètes qui passent. Donc on voit que contrairement aux autres rapaces, ils ont plutôt tendance, sauf ici, parce qu'il y a des montagnes, ils ont plutôt tendance à continuer directement plutôt qu'à suivre la côte. La voie numéro 3, donc c'est une voie qu'on a commencé à prospecter en 1998 à Valberg. On a vu quand même 716 rapaces, un indice horaire de 17,5 qui est bien. Donc on s'est dit que les années suivantes, on irait voir ce qui se passe là-bas. Et ce qui se passe là-bas, c'est le col de la Lombarde. Alors on ne se poste pas au col même parce qu'on n'y va pas très bien. On descend un peu en dessous à San Giovanni. Là on observe avec Corinne et Christophe Baudouin. Et on a la chance de voir cette journée-là ce qu'on appelle une pompe, c'est-à-dire beaucoup d'oiseaux ensemble. Là c'est 50 000 noirs qui arrivent ensemble, ce qui n'est pas du tout commun sur la côte. On a essayé de relever quelles sont les stratégies migratoires des oiseaux, par quelle voie ils passent le plus. Donc on a fait 4 journées en 2007. On a vu 803 bondrées apivores, dont 349, 43% du total ont emprunté cette voie numéro 1, 29% la voie numéro 2, et que 6 et 4% les voies numéro 3 et 4. La voie numéro 5, c'est celle qui alimente les autres. Et puis, une voie numéro 6 qu'on a des difficultés à quantifier parce qu'on est à plus de 6 km de distance. Tous ces oiseaux viennent de la vallée Stura ici. Et on le sait parce que nos amis italiens ont bien voulu nous donner leurs chiffres. De 2001 à 2010, eh bien, nos amis italiens ont vu quand même 50 000 rapaces. Ce qui est extraordinaire pour le département, puisqu'on sait qu'elles vont finir par passer à la Lombarde et un peu plus haut. Donc évidemment, comme partout, c'est la bondrée apivore avec 45 000 oiseaux qui arrivent nettement en tête avec 90% du total, suivi des circaètes. Il en est passé quand même 3700, ce qui fait quand même que 370 par an. Et 490 000 noirs. La voie la plus au nord du département, c'est Gérard Autran, un ami qui habite, qui fait beaucoup de montagnes, et lui qui nous a envoyé ces données de pigeons ramiers, donc presque 12 000 en octobre 2010. Voilà, c'était les principales voies connues, qu'on a cherchées, on va dire des années 80 aux années 2000. À partir de 2001, on crée le camp de migration du fort de la Revère, et voilà le bilan des 10 années de suivi. Le fort de la Revère est situé au sommet du parc départemental de la Grande Corniche. Le fort est à environ 700 mètres d'altitude. La cabane qui est ici, qui nous a été octroyée par le Conseil général, voilà, nous, on est sur le flanc est de la colline. Et dans le prolongement, on a le mont Agel à plus de 1100 mètres d'altitude. C'est un partenariat avec LPO Conseil général, avec une subvention qui a permis, entre le 24 août et le 12 novembre de chaque année, à un salarié de la LPO de passer 700 heures d'observation. Un peu plus d'1 million de migrateurs a été dénombré pendant ces 10 années. C'est pour la région les données valables, je n'allais pas parler seul, mais les données qui sont significatives. Parce que 10 années et 1 million de migrateurs, ça donne une idée du passage local, juste sur cette petite voie littorale. De nombreux observateurs sont venus, se sont rencontrés sur le site. Et pour ce qui est des vols importants, de petits passereaux, de guêpiers et surtout de pigeons ramiers,
qui peuvent arriver par milliers dans un vol. Les observateurs qui se sentent de compter comptent dans leur tête. Le vol passe, chacun annonce ses chiffres, on enlève les extrêmes et puis on prend la moyenne du milieu. Alors, c'est pas du tout exhaustif, on se trompe tout le temps et en général on sous-estime, mais sur 10 ans, comme on fait la même méthode d'année en année, ça a lieu de comparaison, c'est comparatif. Voilà, 7000 heures consacrées à l'observation, un peu plus de 19 000 personnes sensibilisées. Quand on dit 19 000 personnes sensibilisées, c'est-à-dire ils passent des groupes, il y a des gens qui arrivent, bon les oiseaux ça ne les intéresse pas et tout, mais les gens qui sont intéressés, on reste 5-10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, à leur parler de la migration. Alors, c'est tout public, donc des adultes, mais aussi le camp a reçu de nombreuses écoles, des petites classes, mais même aussi des lycées. Je me souviens du lycée agricole d'Antibes. Alors la particularité, vous êtes de la Turbie, vous connaissez, hein, je ne vous fais pas un dessin. Voilà, ça c'est quelque chose qui alors vraiment nous pénalise beaucoup quand on observe. Le brouillard qui arrive, les entrées maritimes arrivent ici. Alors, au moins, elles passent dans le col, mais au plus, on n'arrive plus à lire le tableau qu'il y a devant là. Donc c'est très pénalisant, d'autant que quand il y a un trou et qu'on voit le ciel bleu, on voit les oiseaux qui passent et qui rapassent. Voilà. Donc c'est le côté pénalisant de la chose. En gros, 100 000 migrateurs en moyenne par saison, et le plus gros du total est détenu par les pigeons ramiers. Où est-ce qu'ils sont? Ici. Voilà. On a vu quand même 588 000 oiseaux dans cette période, suivi 332 000 des petits passereaux, donc ce sont tous les pinsons, chardonnerets, verdiers, tarins des Aulnes, etc. Suivi des hirondelles, il y a 141 000 hirondelles, et puis 42 000 guêpiers d'Europe, ce qui est pas mal. Alors, je ne sais pas si vous voyez au loin, vous voyez là, vous voyez des oiseaux? Voilà. Alors, ça vous donne une idée de comment peuvent apparaître des rapaces. Là, ce sont des bourgres apivores. Elles ont pris des ascendances du côté de Menton. Et puis, si le vent est favorable, elles glissent vers nous. Elles vont passer au-dessus du site et parfois sans donner un coup d'aile. Alors on voit des bondrées, mais comme pour la migration de printemps, encore, si j'allais dire, des circaètes, des busards des roseaux, des éperviers. Et ici, voilà 6 oiseaux qui ne se ressemblent pas vraiment, et pourtant c'est la même espèce. La bondrée apivore, on devrait l'appeler comme la buse, on devrait l'appeler variable, parce qu'elle peut être quasiment toute noire, enfin très très foncée, jusque pour certains oiseaux presque tout blanc. Alors, un détail pour les ornithologues qui sont là et qui ne le savent peut-être pas, mais les jeunes bondrées ont 3 ou 4 barres sur les rémiges ici. Les plumes de la queue et des rémiges primaires ont une terminaison blanche. Donc ici, il y a 5 juvéniles et là, il y a un mâle adulte. Les barres ont disparu au profit de petits pointillés et il y a surtout une grande barre terminale noire aux ailes et à la queue. Total des rapaces, 25 000. Et voilà comment passe, ça c'est tout rapace cumulé. On voit que c'est une belle courbe en cloche, hein, avec un début, un maximum et une fin, autour du 20 septembre. Autour du 20 septembre, normalement, il y a des perturbations météo. Et on les voit après. Alors, l'histoire
histogramme de la banderée apivore, c'est celui-là, à peu près pareil que tous les rapaces. Le busard des roseaux, alors tout ça, vous voyez, ça culmine surtout autour du 20 septembre, hein, sauf l'épervier, qui a une migration plus étendue, dont le gros du passage se fait tout le mois de septembre, donc du 24 août, mais surtout du mois de septembre, jusqu'à novembre. Alors on voit aussi des raretés, la même chose que j'avais vu au printemps. Là on a vu 2 busards pâles, en 2008 et 2009. On voit des aigles criards ou pomarins, ce sont des petits aigles à la queue courte qui arrivent du nord-est de l'Europe. Ici, un busard des roseaux bizarre, donc qui a eu un petit problème génétique avec autrefois ce qu'on appelait de l'albinisme partiel, maintenant qu'on appelle le cisme, que j'aurais été bien content, je l'avais signalé, j'aurais été bien content qu'il soit vu ailleurs, parce que ça nous aurait permis de savoir où il était passé et combien de temps il avait mis, mais il n'a jamais été revu. Et un autre busard des roseaux, dont j'ai fait un petit dessin ici, qu'on appelle forme sombre, qui n'avait jamais été vu jusqu'à présent. Donc voilà un normal, un mâle adulte, et voilà celui-là qui est très foncé, et surtout qui a ça arrive jamais chez les busards, qui a une grande barre terminale noire. Alors ce qui était une rareté, mais qui n'en est plus, et puis je vais vous expliquer pourquoi, c'est ce petit aigle, qu'on appelle aigle beauté. Alors, pas un aigle de toute beauté comme m'a demandé une petite fille là sur le camp. C'est pas un aigle de toute beauté, c'est un aigle qui a des plumes jusqu'aux pattes, donc comme des bottes. Donc c'est un aigle beauté. Bon, il est de toute beauté quand même. Donc il a plusieurs, ce qu'on appelle formes, c'est-à-dire une forme blanche, une forme sombre qui n'est pas illustrée, et puis une forme intermédiaire qui est roussâtre. Les jeunes oiseaux, comme pratiquement tous les oiseaux, qu'ils soient rapaces, ont des plumes terminées par des petits liserés blancs. Alors pourquoi ce n'est plus une rareté et pourquoi on en voit? Parce qu'on ne devrait pas en voir. Alors l'aigle beauté, normalement à l'automne, fait sa migration en descendant la péninsule ibérique du nord au sud et passe par Gibraltar. On ne sait pas pour quelle raison, en 2004, une partie non négligeable d'aigles a remonté la Costa Brava ici, est passé dans l'Aude, est passé chez nous, et ensuite a été vu aussi à Rensano, Gênes, en Toscane, et on finit par descendre la botte italienne. On n'a pas trop d'indications sur ce qu'ils ont fait après, mais là alors ils se sont compliqués la vie, hein, parce que plutôt que de passer là, ils ont fait ce grand tour pour passer là. C'est quand même une énigme. On n'a pas encore bien compris. Ce qui fait que maintenant, eh bien, au printemps, on voit des oiseaux qui font l'inverse et qui passent à l'inverse des migrateurs de printemps, c'est-à-dire qui vont, pour nous, alors pas du nord au sud, mais d'est en ouest, alors que tous les autres vont d'ouest en est. On y voit des faucons d'éléonore. Alors ce faucon, il est rare ailleurs. Et on a la chance, là, sur le pourtour méditerranéen, à la Turbie et au fort de la Revère d'en voir. Alors il a une particularité, c'est que les faucons chez nous, faucon pèlerin, il a calqué sa reproduction sur les migrateurs de printemps. C'est-à-dire, il a ses petits au moment où il passe le plus grand nombre de migrateurs qu'il capture pour donner à manger à ses petits. Le faucon d'éléonore, qui niche en Grèce et au Maroc, eh bien lui, il a calqué sa nidification sur les oiseaux d'automne. Et il fait sa nidification maintenant. Et alors, les oiseaux qu'on voit chez nous sont des oiseaux de plus d'1 an et qui sont là un peu, j'allais dire, un peu erratiques. Un faucon, ici, un faucon cobège, on en voit beaucoup moins. Alors, vous savez que les oiseaux perdent leurs plumes pas tous les ans, mais en été sur 2 cycles de 2 années, ils perdent toutes leurs plumes.
Et là, on voit un oiseau qui était juvénile ici, parce qu'on voit des plumes rayées, qui est en train de prendre ses plumes d'adulte, des rémiges primaires ici, et puis ce qu'on appelle des plumes de la queue, les rectrices. Voilà, donc ça c'est un oiseau en mue. Quand vous voyez un oiseau comme ça, c'est pas forcément qu'il est malade, mais c'est qu'il perd ses plumes. Juste pour la petite histoire, malheureusement les canards, ils perdent leurs plumes tout en même temps. Ce qui fait qu'en juillet, ils ne peuvent plus voler. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, on a considéré qu'il fallait arrêter la chasse des canards dans cette période. Et bon, ça a été plus ou moins respecté. Donc les canards, il y a du duvet partout dans les marais charentais où je prospectais dans ma jeunesse. Vous arriviez dans des coins, mais c'était des quantités de plumes partout et des canards qui dormaient dans les roseaux pour ne pas se faire attraper. Alors évidemment, les prédateurs... Pardon ? Oui, c'était le canard déplumé. Alors, quelques stratégies de vol dans le secteur qu'on connaît le mieux maintenant, au fort de la Revers, symbolisé par le rond vert. On va dire qu'il y a une voie S2, grosso modo, 2 km au sud, d'où on observe, qui vient de Menton, qui survole Monaco et qui passe devant la tête de chien ou juste sur les hauteurs. Alors là, c'est plutôt des oiseaux de petite taille qui utilisent le vol battu, des passereaux, des guêpiers, des petits rapaces, et surtout le matin, ou alors quand il fait mauvais temps. Pourquoi le matin? Parce qu'il n'y a pas de thermique, donc les oiseaux veulent quand même migrer, ils passent en bas, et quand il fait mauvais temps, oui, donc ils passent plutôt en bas. Donc plutôt des oiseaux en vol battu, et surtout par mauvais temps. Une voie, la voie du S1, vient plutôt du Mont-Gros, passe près de la ferme du Prince, à Rocagel, passe à la Turbie ici, entre ici et le Mont-Bataille, et continue soit sur les crêtes de la Forna, soit dessous. Et là, c'est aussi une voie, ces deux voies, là, S1 et 2, et S2, ces deux voies, en réalité, on perd beaucoup d'oiseaux sur ces deux voies parce qu'on ne les voit pas du fort. Ils passent beaucoup trop bas. Une voie N1 qui a la même origine que la précédente, c'est-à-dire le Mont-Gros, la ferme du Prince, la Turbie, mais qui passe entre la Turbie et la Forna. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils passent dans ce col, ils prennent plus à l'ouest et ils passent au-dessus de l'autoroute. Une voie N2 d'oiseaux qui ont pris plus d'altitude, qui passent sur le flanc du Montagel ou au sommet, qui passent sur le plateau tertiaire, au-dessus de l'autoroute, enfin au nord de l'autoroute, et qui continuent. Vous voyez quand même que si on fait l'orientation de ces 4 voies, à la fin, ça va à peu près dans la même direction. Une voie N4 et N6, on voit des oiseaux passer, mais elles sont difficiles à mesurer. Sur le terrain, j'ai essayé de les matérialiser. Ici, par ce petit trait jaune, on ne voit peut-être pas trop bien dans le fond, mais ce sont des oiseaux justement qui passent au plus bas, qui vont passer au-dessus de Monaco. Par exemple, on voit entre le col, on voit un vol de pigeons ramiers qui passe, on essaye de le reprendre après à la sortie côté ouest du fort, mais souvent on manque. Là, ce sont des oiseaux éperviers, faucons, guêpiers, donc des oiseaux qui vont passer ferme du Prince, la crête de la Forna. Des oiseaux qui passent à l'intérieur, donc ici on a l'autoroute, et donc qui passent au-dessus de l'autoroute. Des oiseaux qui ont pris les flancs du Montagel, qui font la même direction. Et enfin ceux qui sont passés tout à fait sur les parties sommitales du Montagel. Alors souvent, la grande question qui nous est posée quand on fait de l'animation, c'est d'où viennent les oiseaux? On ne sait pas trop. En tout cas, ils viennent du nord-est, ça c'est presque sûr. Alors, pour essayer d'illustrer d'où viennent les oiseaux, j'ai pris
des exemples de 3 oiseaux rares. Pourquoi 3 oiseaux rares? Parce que là, on sait vraiment quelles sont les limites de répartition. Ici, l'aigle criard en orangé, l'aigle pomarin ici en marron clair, et ici en grisé le busard pâle. On sait que quand on voit des oiseaux ici, ils viennent de ce secteur. Ils ne peuvent pas venir d'ailleurs. Donc, on va imaginer que la majorité des oiseaux qu'on voit ici, excepté le circaète dont on va parler, arrivent de ce côté nord-est de l'Europe. On a aussi des oiseaux qui descendent du nord, puisque un busard des roseaux et des bourdins apivores ont été équipés d'émetteurs, et on arrive vraiment à suivre leur trajectoire, et certains, quelques-uns, descendent du nord au sud. Mais c'est plutôt rare. Alors, je vous parlais du circaète. Voilà sa répartition estivale, donc avec un grand trou ici. On sait que ceux-là vont plutôt passer côté oriental, hein, donc pareil, Géorgie, Bosphore, Israël, et les, on va dire, occidentaux vont passer du côté de Gibraltar, avec une particularité, c'est que les mêmes circaètes qu'on a vus au printemps ne pas vouloir passer ici et faire cette trajectoire-là, et bien font l'inverse à l'automne. Toujours pour ne pas traverser ici les, vous voyez, sur 10 000 ici, 10 000 ici, il en passe 11 là, il en est passé 11. Donc vous voyez, vraiment, c'est des oiseaux qui n'aiment pas du tout traverser la mer, enfin survoler la mer. Les guêpiers, donc, qu'on risque de voir bientôt, parce qu'il n'en est pas passé beaucoup. Ils sont très hauts, on les voit pas à l'œil. On les voit pas à l'œil nu, ils sont très hauts. Alors ça dépend. En réalité, quand on veut voir des oiseaux, il faut rester 4-5 heures quoi, hein, sur un poste. Et puis il y en a qui passent haut, puis il y en a qui passent bas. Quand on est aux batteries, par exemple, eh ben, on peut voir des oiseaux qui remontent de Monaco et qui passent à côté de vous. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une part de chance, mais il y a surtout bien connaître les jours de passage. Le guêpier, il passe entre le 1er et le 10 septembre. Si vous manquez cette date, vous manquez pratiquement tous les guêpiers, et il peut passer la moitié de l'effectif total en 2 jours. Donc vous avez intérêt à être là. Il y a des gens qui viennent au fort de la Revers du 1er au 10 septembre, uniquement pour voir les guêpiers. Enfin, pas uniquement, mais ils viennent pour les guêpiers parce qu'ils savent, et puis on leur dit d'année en année, n'oubliez pas que c'est entre le 1er et le 10 septembre. Donc vous avez des chances. C'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs, qu'on avait calé la date de la conférence pour que les gens puissent connaître les dates de passage. Donc c'est un très bel oiseau. Alors on dit guêpier, mais il capture un peu tout. Hein. Il capture des libellules, des cigales, des guêpes, des abeilles. Alors parfois, il y a des producteurs qui ont des ruches qui ne sont pas très contents parce qu'au moment du passage, il vient prendre quelques abeilles, mais il mange un petit peu de tout. Ce que je veux dire, un peu de tout, des insectes. Quoi. Alors, contrairement à ce qu'on verra tout à l'heure, eh bien, on a eu pendant ces 10 années plutôt une progression des effectifs. 42 000 oiseaux, un peu plus, 42 800 ont été vus. Alors, vous voyez ce que je vous disais, on a vu tout à l'heure l'épervier, la migration d'automne, c'est ça. Vous voyez, le guêpier, c'est voilà, 31,8 et le 10. Tout, enfin, pas tout, une très grande proportion d'oiseaux passe en à peine 10 jours. On a eu des beaux passages à la Revers de 3000 oiseaux dans la journée. Alors, juste un petit mot sur sa répartition saisonnière. Alors, en orangé, évidemment, où il est en été. Et on voit que les oiseaux orientaux descendent dans cette partie de l'Afrique. Et les oiseaux qui nichent chez nous, alors malheureusement pas dans les Alpes-Maritimes, mais ils nichent dans le Var, sur les bords de l'Argent. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est un oiseau qui est très coloré, et pour échapper aux prédateurs, il niche dans un terrier. Il creuse une galerie d'environ 1 mètre, où il fait une chambre,
et c'est là où il va élever ses petits. Donc, les berges de l'Argence et les différentes sablières qu'il y a là-bas sont très propices à la nidification des guêpiers d'Europe. Alors, les autres migrateurs, donc, ce sont des cormorans. Les ardéidés, c'est tous les hérons, les grues et les cigognes. Ici, quelques grues qui passent au-dessus du radome, là, de la tête de chien. Alors, c'est toujours assez émouvant quand on voit une cigogne noire. C'est un très bel oiseau, on le voit arriver de loin. Il est jamais en bande comme les cigognes blanches. Quand on en voit 3-4 dans la journée, 5, c'est un grand maximum. Mais là, les gens, ils sont toujours épatés de voir une cigogne noire. Alors, la cigogne blanche a l'habitude de nicher près des humains, aussi bien dans les villes et les villages, en grande bande, sur les toits. Et la cigogne noire niche dans des marécages, assez bien cachés. Et il n'y a pas beaucoup de couples d'oiseaux en même temps. Donc elle est plutôt beaucoup plus solitaire. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus rare. Alors, exceptionnellement, le 28 août 2011, on a vu 94 cigognes blanches qui arrivaient vers nous, qui se sont données en spectacle en prenant des ascendances. Alors je vous passe tout, je ne sais pas, je fais 50 photos peut-être. Voilà, trois photos qui illustrent comment elles ont pris des thermiques, contrairement aux grues qui volent en se suivant. Vous ne verrez jamais les cigognes qui se suivent à la file indienne. Elles, c'est toujours par groupe important. Alors il faut savoir que quand on est à Gibraltar, on a un vol de 250, 400 cigognes qui arrivent, suivis de 200 ou 300 000 en noir, des aigles, enfin voilà, ça c'est du spectacle. Alors ne parlons pas en Israël. En Israël, à Eilat, là il y a des concours d'ornithologues qui, quand ils voient arriver des aigles, comptent combien il y a d'aigles des steppes, combien d'aigles criards. Alors là, il faut être pointu parce qu'il faut bien les reconnaître, surtout les juvéniles. Les jeunes aigles se ressemblent terriblement. Alors après, il y a des discussions. Non, c'était pas un aigle des steppes. Des discussions d'ornithologues. Alors vous voyez que c'est pas du tout pareil. Là, vous avez des grues. Alors, bon, c'est une petite partie du vol, et vous voyez qu'elles suivent quand même des diagonales. Alors les grues cendrées, je vous en parlais tout à l'heure. Eh bien, le fait d'avoir été permanent, enfin qu'il y ait eu une permanence pendant 10 ans au fort de la Revers, a vu les effectifs grimper assez singulièrement. Et voilà à peu près quelles sont les voies suivies par les grues qui viennent du nord de l'Europe. La voie principale est celle-ci, qui traverse la France en diagonale, avec ici des rassemblements de 80 à 100 000 grues au lac du Der. Nous sommes allés faire quelques petites expéditions pour les voir, c'est du spectacle. Ensuite, elle traverse en diagonale, elle passe au-dessus de Limoges, par là, elle passe dans les Landes et vont finir pour passer l'hiver, peut-être plus maintenant, mais en Espagne. Celles qui passent chez nous, eh bien, proviennent probablement de ce secteur, passent ici, et maintenant, elles vont pas plus loin, elles s'arrêtent hiverner en Camargue. Les effectifs de cette année, je crois que c'est autour de 30 000. Hein, tu confirmes? Non? Oui? Bon. Voilà, autour de 30 000. Elles ne vont pas plus loin, ce qui fait qu'au printemps, on a la chance de les voir repasser chez nous. Le fameux pigeon ramier, donc appelé palombe, ici un adulte avec son collier blanc, ici un jeune. Alors c'est un gros pigeon. Hein. C'est l'oiseau qu'on voit en plus grand nombre. Alors contrairement aux autres oiseaux qui migrent en ligne, eh bien, un vol de pigeon, c'est plutôt comme un boomerang qui avance de face. Et d'ailleurs, quand on est à la Turbie, au Trophée d'Auguste et tout, qui est un coin qui est évidemment fréquenté par les chasseurs, on entend ces oiseaux passer. On entend le bruit des ailes. Ça vole très vite. Ça vole aux environs de 95 km/h. Voilà.
Alors les effectifs se tournent autour de 60 000 par an, avec des pointes, là ici à 120 000, ça a doublé, on ne sait pas pourquoi. Probablement que des oiseaux... Alors il en passe beaucoup à la baisse du Pape, à côté du col de Brosse. Là les chasseurs font des cartons extraordinaires, ils laissent parfois un monticule de douille de cette hauteur. Et donc beaucoup de pigeons passent par là-bas, et il suffit qu'une journée, les oiseaux qui passent là-bas viennent passer chez nous, enfin chez nous, ici, pour changer les chiffres. La migration se trouve là aussi autour du... Alors pas là aussi, non, l'autre c'était 20 septembre, là c'est 20 octobre. Alors j'ai souvent fréquenté les chasseurs d'ici, et le 17 octobre c'est la Saint-Luc. Et les chasseurs disent à la Saint-Luc le grand truc. Ça veut dire qu'ils attendent. Alors il y en a qui prennent des jours de vacances évidemment pour tirer les pigeons. Et ils attendent toute cette période-là du 20 octobre. Alors je ne sais pas s'ils le font toujours, mais ils se plaçaient justement. Il y avait de très bons postes à la batterie, là, à côté du trophée. Alors moi, quand j'observais il y a quelques dizaines d'années, même trentaine d'années, il n'y avait pas beaucoup de maisons à cet endroit-là. Maintenant, il y en a beaucoup. Alors je ne sais pas si les gens du coin sont très heureux d'avoir des coups de fusil près de leur maison. Alors, on voit là, sur ces 3 jours de 2002, les 18, 19 et 20 octobre, en 3 jours, il en est passé 103 000. Enfin, il en est passé. On en a vu 103 000. Il en est passé certainement beaucoup plus. Alors, j'ai tenté de cartographier ces vols. Alors, comment? J'ai installé sur une chape une boussole qui permet d'ailleurs, la chape permet que la boussole soit toujours à l'horizontale. Ici un chronomètre, ici le carnet de notes. Et il s'agit, quand on voit un vol, de relever ces azimuts toutes les 10 secondes par exemple, 10 ou 15 secondes. Ce qui fait qu'ensuite on a une sorte d'éventail d'angles qu'on peut rejoindre par des petits segments qui sont les mêmes, parce que par exemple on choisit de calculer les vols pour 95 km/h, et ensuite sur un logiciel de dessin, là c'est sur AutoCAD, on peut relier tous ces points et après en lisser la courbe, faire une spline et obtenir à 500 mètres près, disons, là où sont passés les oiseaux. Voilà, tout ça, donc ici, c'est 95 vols qui ont été pointés exactement sur carte. Alors on voit que certains suivent la côte, y compris en traversant la baie de Villefranche. On a fait une superbe observation avec mon épouse une journée, là c'était, il en passait des milliers et des milliers. On voit donc qu'ils passent devant la promenade des Anglais, et puis une partie semble vouloir éviter Nice, enfin la ville, c'est pas sûr. Enfin voilà. Donc on a fait nos mesures aussi au Terme Blanc et à Villeneuve-Loubet et un peu dans ce secteur-là. C'était où ça? Aspromont, à Belley peut-être, voilà. Les Martinets, on voit, alors là on manque les effectifs de Martinets parce que le camp commence le 24 ou le 28 août et les Martinets, beaucoup sont passés avant. Alors c'est plus parlant pour les hirondelles. Voilà le total des hirondelles. À l'époque où j'observais à la Revers, il y avait encore le poteau électrique et les 3 fils. Et un matin, je suis arrivé, elles avaient probablement passé la nuit sur les fils, et donc elles étaient là vers 7h30, 8h, elles étaient encore là. On va passer des passereaux, des petits passereaux, donc surtout des passons
des verdiers, quelques mésanges et tout. Et parfois ils sont fatigués et ils viennent se poser sur des rochers qui sont juste à côté de la cabane. Ici un traquet moteux, ici un rouge-gorge sur le même rocher, pas forcément la même année. Ici une jeune pigrièche écorcheur. Là un petit rouge-queue noir, un juvénile, qui vient carrément se poser sur le panneau d'information. Là, alors on reconnaît bien les juvéniles, comme je vous disais tout à l'heure pour l'aigle beauté, les jeunes oiseaux ont les plumes qui se terminent par un petit liseré blanc. Voilà le papa, un rouge-queue noir mâle, un roitelet triple bandeau, donc roitelet, petit roi, parce que ce sont les plus petits oiseaux avec le troglodyte qu'on peut voir dans la région. À nouveau un traquet moteux sur les pierres du fort. Alors, on voit à peu près 30 000 passereaux. Alors, il faut savoir que 30 000 passereaux, sur certains sites, ils les voient en quelques heures. Donc, pour les passereaux, le fort de la Revers n'est pas un très très bon site. Pour une autre raison, c'est que les oiseaux passent, on a vu tout à l'heure, côté mer, donc une partie qu'on ne voit pas, et au lieu de passer sur notre tête, eh ben, ils passent plutôt côté autoroute. Donc on est vraiment, à la Revers, on est vraiment désavantagé. Et je le sais parce que j'ai fait beaucoup d'observations au col de l'Arme. Le col de l'Arme, c'est à côté du golfe. Et là, par contre, on peut voir 10 000 oiseaux dans la journée. Donc, la migration, c'est ça. Hein. Les oiseaux ne passent pas tous au même endroit et en fonction des espèces. Alors, je vais vous passer le détail de tout ça. Le tableau, il est 2-3 fois plus grand que ça au niveau des espèces. Tout simplement pour vous dire que ce sont les pinsons des arbres, 129 000, qui sont les plus abondants. L'hirondelle rustique, 65 000, etc. Alors on voit des accenteurs mouchés, des alouettes lulu, des pipites farlouses, des tarins des aulnes, des linottes mélodieuses, des pipites des arbres, des grives musiciennes, des serincini, des mésanges noirs, des gros becs, des chardonnerets, des pinsons du nord, des bergeronnettes des ruisseaux, des corneilles noires, des bergeronnettes printanières, des bergeronnettes grises, des alouettes des champs, du rouge-queue noir, des rondelles de rivage, du bruant fou, du jet des chênes, des becs croisés, des corneilles mantelées, des verdiers d'Europe, des mésanges à longue queue, des grives draines, des pipites spioncelles, et le tableau est 2 fois plus grand. Mais malheureusement en petite quantité. Voilà comment passent les pinsons. Donc, on va dire, allez, une moyenne, 10 000, 15 000, allez, 13 000. À 13 000, c'est bon. Ils passent plutôt en octobre, avec un maximum. Alors là, on voit un pic formidable qui dépasse tous les autres. C'est le 8. Voilà, le 8 octobre. Et après, ça décline. Alors, je vous ai mis quelques courbes, enfin quelques histogrammes, avec des courbes moyennes. Et vous voyez que sur ces 4 graphiques, on a des courbes très descendantes. Alors, il peut y avoir plusieurs explications. Soit c'est vraiment l'espèce qui décline, soit c'est dû à l'observation. C'est-à-dire, vous avez des observateurs performants, vous avez... Alors, il faut dire que tous ces oiseaux, c'est au cri qu'on les reconnaît, très peu au vol. Alors, vous avez des gens très performants, quand ils passent 10 oiseaux, ils disent il y avait un serincini, un accenteur mouché, un gobe-mouche et un truc. Bon. Voilà, c'est des très, très forts. Alors, il y a ce biais qu'on va appeler de l'observateur. Ça dépend aussi à quelle heure il observe. Ces petits passereaux, pour certaines espèces, terminent leur nuit. Et si on est là à 8h, 7h, 8h du matin, on en voit. Et si on arrive à 9h, ben on n'en voit plus. Alors, ça dépend aussi de quand l'observateur observe. Donc, il peut y avoir des biais, un biais dû à l'observation. Mais
ça m'a intrigué un peu et je suis allé voir des sites européens. Donc, alors, je reviens un peu ici. Ça concerne l'Alouette Lulu, l'Alouette des Champs, la Bergeronnette printanière, Bergeronnette des Ruisseaux. Donc, je suis allé voir des sites européens. Notamment, là, c'est des Hollandais. Et puis celui-là, c'est international, mais je me souviens plus. Alouette des Champs, assez nette diminution des années 80 à 2007. Pareil pour le pipi de Farlouse, donc vraiment des effectifs qui s'effondrent. On retrouve chez d'autres scientifiques qui observent les mêmes tendances. Pipi de Farlouse, moins 70%. Tarier des Prés, moins 72%. Linotte mélodieuse, moins 72%. Pouillot siffleur, moins 65%. Godebouche gris, moins 54%. Bouvray pivoine, moins 68%. Et Bruant-Hortelan, moins 4% de 1989 à 2009. Donc en réalité, les courbes qu'on a mesurées à la revers ne sont pas si fausses que ça. Voilà, je voulais vous montrer ça. On pourra parler après, éventuellement, essayer de savoir pourquoi. Alors, ce qui est vraiment étonnant sur les sites de la Turbie et de la Revers, c'est de voir cet oiseau en migration active. Le Ticodrome échelette est un oiseau, comme vous voyez sur l'illustration, qui a un bec long qui lui permet d'aller chercher des petites araignées et les petits animaux dans les failles des rochers. Alors on le voit très bien quand on est à la tête de chien et qu'on regarde la falaise où niche le faucon pèlerin. En hiver, on le voit en hiver. Alors pourquoi c'est étonnant? Justement parce que cet oiseau a l'habitude de faire des petits vols de rocher en rocher. Et là, c'est ma première photo à la revers d'un ticodrome qui passe comme un migrateur, qui fait plusieurs kilomètres en vol battu. Et on doit être le seul site en France où on peut voir ça. Alors évidemment, c'est pas beaucoup, 9 la première année et 7 la dernière année. Mais on voit ça nulle part ailleurs. En conclusion, donc, de ces 10 années d'observation au fort de la Revers, c'est qu'on a vu un peu plus d'1 million de migrateurs. On a pu scinder à peu près les dates à laquelle ils passent, les tendances comme on vient de voir maintenant, si ça augmente ou si ça diminue. On a vu que les guêpiers, c'était plutôt ascendant, et que beaucoup d'espèces, et pour beaucoup de petites espèces, c'était plutôt descendant. Les voies, on a vu les voies locales de passage, et puis on a sensibilisé presque 19 000 visiteurs pendant ces 10 années. On peut retrouver ces sites sur un site qui s'appelle migreaction.net. Le fort de la Revers est le numéro 11, avec la petite cabane. Alors, il n'est pas sûr qu'il soit... est-ce qu'il est toujours alimenté? Est-ce qu'il y a les... Alors, évidemment, depuis, je ne vous ai pas raconté, mais depuis 2011, le Conseil général a baissé un peu sa... Comment on appelle ça? Sa subvention, pardon. Et maintenant, on ne peut plus payer seulement un salarié que le week-end. Que le dimanche. Voilà. Donc, en réalité, ce qui a été intéressant, c'est de mesurer sur 10 années ce qui se passait. Et maintenant, c'est du plus pour le public, on va dire. Donc, on peut, si vous êtes intéressé, on peut trouver tous ces sites. Alors, il y a un très bon site ici, le 7 ou le 6, qui est Orgambideshka. Le 5, voilà. Ici, là, il passe énormément d'oiseaux. Énormément d'oiseaux. Ce que je vous disais, c'est tous ces flux qui arrivent du nord-est de l'Europe, qui passent ici et qui vont finir à Gibraltar. Voilà. Donc il me reste à remercier toutes les personnes qui ont contribué à mieux connaître la migration. J'ai des remerciements particuliers à faire à Benjamin Cabouche, même s'il a quitté la LPO maintenant. Donc c'est avec lui qu'on a décidé
de faire le camp de migration du fort de la Revers à la Revers. On a visité les autres sites dont je vous ai parlé, le col de l'Arme, le Mont Gros, la Turbie, mais tout ça c'était problématique pour accueillir du public, dangerosité, manque de parking, etc. Et il s'est trouvé que le fort de la Revers a été la meilleure place, parking, et maintenant il y a même une maison de la nature avec des toilettes et tout. Il faut aussi remercier David Genoux et Michael Jardin qui ont été les premiers salariés sur le site, qui ont un peu essuyé les plâtres. Ensuite, c'est les salariés de la LPO qui ont pris la suite, notamment avec Cécile Lemarchand, qui est restée plusieurs années, en tout cas qui a été présente à de nombreuses reprises. Et puis, là, il y a une petite liste des observateurs non exhaustive, puisqu'il y en a eu plus de 300. Voilà. Et ici, ce sont les, comment on appelle ça, les liens qui m'ont permis de faire cette présentation en allant chercher les cartes et tout ce qui était nécessaire, et les histogrammes pour certaines espèces. Et je vous remercie.